Mon invité, écoute, selon moi, c'est un peu comme un gars qui a réussi à mettre le death metal québécois sur la map. Tu sais, il a passé, entre autres, à Julie Snyder dans le temps. Quand même assez malade. Première musique de Noël aussi dans death metal. Son groupe, ça fait longtemps que ça existe. Ça vient de Rimouski. Necrotic Mutation, il est derrière la fabrique de monstres. C'est également dans la gang de chorale de death metal. Et c'est extraordinaire la carrière que ce gars-là a. Puis il faut absolument que je vous le présente. Je veux apprendre à le connaître. Je veux apprendre à vous le présenter aussi. Je veux que vous connaissiez qui est Sébastien Croteau. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va très bien pour un samedi matin. Hey Sébastien, c'est extraordinaire la carrière dans le death metal que t'as. Ça vient de où ça, cette passion-là pour chanter des brutalités comme tu le fais? Écoute, ça part de loin. J'ai toujours été fasciné par la voix. Faut le dire dès le départ. À 7 ans, je chantais dans la chorale à l'école. 7, 8 ans, 9 ans, évidemment, c'est pas la même affaire que chanter du métal, mais je veux dire, j'aimais utiliser ma voix. Puis, tu sais, pour moi, le premier spectacle que j'ai donné, ben, c'était à Basilique de Québec, quand j'ai chanté devant 200 personnes dans le temps des fêtes. Puis, j'ai vu que je pouvais provoquer une réaction chez les gens avec ma voix. Tu sais, ça a été à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact sur les autres par l'utilisation de ma voix. Puis évidemment, je suis toujours resté avec ça. Là. J'ai changé de style au secondaire parce que j'ai commencé relativement jeune à chanter. J'ai commencé à chanter du métal vers l'âge de 14-15 ans. À 16 ans, j'étais dans mon premier groupe de musique, Cervical Slot. Fait que c'est ça part de loin. Tu sais, là, ça fait à peu près 30 ans que je chante du métal, puis j'ai aussi fait un crush, comme on dit, vers le chant de gorge à un moment donné dans les années 90. Puis c'est ça, j'ai toujours été fasciné par la voix, puis évidemment, tu sais, chanter du death metal, c'est une voix extrême, c'est une voix dure à contrôler, contrairement à ce que les gens pensent, que c'est juste du criage. Non, il y a vraiment une technique vocale derrière ça. Puis comme c'est relativement nouveau au niveau des voix, comparativement par exemple au chant de gorge, moi ça m'a toujours fasciné ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis j'ai toujours travaillé ma voix. Tu sais, ça fait tant de temps que je fais ça, puis je découvre encore des choses à faire avec ma voix. Fait que c'est vraiment une passion qui date de loin. On retourne début des années 90, Necrotic Mutation, écoute, que veut jour à Rimouski. Écoute, moi, j'essaie de comprendre, moi qui est natif d'un petit village comme Pont-Rouge, tu sais, à l'époque, nous autres, retournons là, à l'époque, là, puis on aurait dit, OK, on part un groupe de death metal, ça va gueuler de tout bord de côté. Le death metal à Pont-Rouge, ça se rendait pas, là. On va commencer par le début, là, à peu près, là. Écoute, là, on est un petit village, là. Mais comment ça se fait qu'il y a un band de death metal qui est né à Rimouski? Tu sais, à Montréal, mettons, on arrête de voir. Les autres sont habitués d'entendre un peu tout à gauche, à droite, là, mais on s'est entendu que dans l'époque, Internet n'était pas fort, puis les CD n'arrivaient pas non plus aussi rapidement. Comment c'est né, cette passion-là du death metal? Comment ce groupe-là a réussi à prendre forme dans une place comme Rimouski? En fait, je vais te corriger, c'était pas les CD qui arrivaient, c'était les cassettes à l'époque. Ben, c'est pas encore pire. Encore pris. Hey, ça a l'air de rien, là, mais on fait back in the days, en 92, moi j'avais 2 ans. Là. Ouais, mais en fait, tu sais, juste pour te donner un exemple, Metallica a déjà joué dans une place qui s'appelle Saint-Fabien, qui est pas loin de Rimouski. On parle de l'époque de Kill 'Em All. Ce qu'il faut pas oublier de la scène métal de Rimouski, c'est que ça n'a pas commencé directement à Rimouski. Les premiers shows métal, mais moi, le premier que j'ai fait était à Saint-Fabien, à un bar qu'on appelait le Rayon d'Or. Et ça, c'était tenu par une gang de motards, mais quand je dis des motards dans le sens de gens avec un club de moto. dans le sens de motards comme on pourrait l'entendre. Mais c'est vraiment ce monde-là qui ont booké les premiers spectacles métal dans ce petit coin-là. Puis je veux dire, moi, le premier spectacle que j'ai fait, c'était avec Incantation au Rayon d'Or. Ça, c'était mon premier spectacle à 16 ans. Puis eux ont booké Cannibal Corpse, Suffocation, même a joué au Rayon d'Or à Saint-Fabien. C'était mon premier spectacle. Napalm Death aussi avec Macabre. Fait que c'est vraiment là que la scène est partie, mais comme telle, écoute, il y a eu des groupes avant du gros death metal, il y a eu des groupes punk, il y a eu des groupes trash à Rimouski. C'est quelque chose qui s'est développé comme un goût musical chez les jeunes qui s'est développé
dans ce coin-là. Puis je veux dire, même Nécrotique, avant Nécrotique, il y a eu Disaster, qui était un groupe de trash metal avec à peu près les mêmes personnes qu'au départ de Nécrotique. Il y a eu des groupes comme Corruption, il y a eu des groupes, tu sais, je veux dire, des groupes comme bon Dieu, là, je trouve pas le nom. Là, je m'en veux de pas trouver le nom. Bref, je veux dire, juste l'histoire de Rimouski en termes de nombre métal, de groupe métal, est assez incroyable. Là. On en avait à peu près une dizaine ou une quinzaine répartis sur quelques années qui sont créés. Et puis, tu sais, le phénomène dans les petites villes, c'est aussitôt que quelque chose commence, ben ça l'influence les autres, puis ça se passe relativement vite. Dans le sens que, on faisait des parties de cassettes, là. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un petit peu plus d'argent que les autres, qui allait faire des cassettes à Rimouski. Puis nous autres, on y allait avec les pochettes, hein. Fait que plus la pochette était terrible, plus qu'on l'achetait. Fait que tu peux t'imaginer, le Cannibal Corpse, c'était une Back to Life, des affaires comme ça, avec des pochettes assez incroyables. Ben là, il y a quelqu'un qui s'achetait la cassette, on se la copiait, et puis à ce moment-là, ben là, on faisait qu'on finissait tout par écouter ça, tu sais. Fait que ça a vraiment été comme ça que la scène métal s'est développée, d'un, en se tapant des cassettes, puis de deux, avec le nombre de groupes qu'il y avait. Je veux dire, c'est des groupes qui influencent d'autres personnes, des gens à écouter ce style de musique-là. Fait que ça a vraiment créé un effet boom. Puis comme je dis, ça a commencé assez bien, mais après ça, les spectacles, moi je me rappelle un des premiers spectacles que j'ai vu, c'était Voivode à la Coudée du Cégep à l'époque, avec un petit peu après Berrurier Noir, parce que Berrurier Noir, à l'époque, un groupe punk qui était plus joué à Rimouski aussi. Donc Voivode, puis après ça, mon premier spectacle de groupe locaux, je me rappelle que j'étais allé voir, j'étais pas dans le groupe, en fait, dans les deux groupes. Il y avait mon premier groupe dans lequel j'ai été, Cervical Slot, qui jouait Necrotic Mutation, qui jouait, il y avait Necronomicon, qui jouait aussi. Oui. Fait que c'était une soirée de groupes locaux. Puis il y avait plein de monde. Il devait y avoir 400-500 personnes. Puis c'était dans les premiers spectacles. Puis j'étais assez impressionné de voir justement le nombre de personnes, le nombre de gens que je connaissais, parce que c'était tout du monde de l'école. Il y avait deux écoles à Rimouski, Saint-Jean, Paul Hubert, qui étaient là. Fait que c'est ça. C'est vraiment, c'est un peu mystérieux pourquoi les gens dans ce coin-là ont aimé ça tant que ça. Mais je pense que l'effet de groupe a eu aussi un impact important pour propager, si tu veux, la musique métal dans cette belle gang-là qu'on était à l'époque. J'ai comme l'impression d'avoir eu un cours d'histoire, j'adore ça. Necrotic Mutation, écoute, tu sais, t'arrives dans cette band-là, écoute, je trouve ça un peu... J'ai la misère à comprendre comment un groupe comme ça peut réussir de partir de Rimouski puis passer à Julie Snyder, avoir quand même ce petit boost-là de popularité. Écoute, je comprends pas. Comment c'est arrivé, ça? En fait, il y a toujours une série de hasards dans la vie qui fait que tu arrives à un point donné dans ta carrière artistique. Je veux dire, pour Julie Schneider, c'est que notre gérant à l'époque s'appelait Stéphane Lévesque. Okay? On est déménagé à Montréal dans le milieu des années 90. Et Stéphane Lévesque a commencé à travailler au Foufoune électrique. Et là, il y avait un autre Stéphane qui travaillait là, qui bouquait les spectacles et qui s'adonnait aussi à être recherchiste pour l'émission L'Enfer, c'est nous autres, de Julie Schneider. Fait que nous, on a fait notre lancement à l'époque, quand on a lancé The Realm of Human Illusion à Montréal, on l'avait fait au Foufoune électrique. Déjà là, Julie Schneider, ça s'est passé 2-3 mois après. Non, en fait, c'était pas Stéphane, c'était Sylvain Hood, pas le chanteur de Cataclysme, mais un autre, Sylvain Hood, qui travaillait au Foufoune électrique, que lui était le recherchiste. Puis je veux dire, de fil dans l'aiguille, Stéphane travaillait là. Chuck, le drummer, était souvent là au Foufoune électrique. Fait que je pense qu'à un moment donné, ben ça a fait que Julie Schneider voulait faire quelque chose d'un peu foufou. Puis, je veux dire, nous, à l'époque aussi, ça faisait plusieurs années qu'on faisait des spectacles. C'est le fun de jouer avec d'autres groupes métal. Vraiment. Ça nous fait... On se sent en sécurité. C'est des gens qui aiment ce qu'on fait d'avance. Puis là, la proposition, c'était de faire quelque chose pour passer devant un public qui n'allait pas nécessairement aimer ça. Mais ça, c'est le genre de choses que ça nous dérangeait pas de faire à l'époque. Je veux dire, on a fait une chanson de Noël. Tu sais, combien de groupes de metal ont fait des tonnes de Noël dans les années 90? Il n'y en avait pas beaucoup. On va être tranquille.
En fait, c'est ça, mais sauf que ça nous sortait de notre zone de confort. Le petit Jésus, là, il était pas là à être banni, là. T'sais, il s'est pas cassé, genre, soudainement, là, de sa statue pour faire Hey, hell yeah, motherfucker! Effectivement, tu sais, puis on faisait le concours Polywog, qui était un concours ouvert à tous les styles de musique. On jouait avec des groupes qui n'étaient pas des groupes métal. Je veux dire, à l'époque, Noël dans la rue, puis tout ça, c'était des groupes comme Kermesse, Redcore, Groovy Allpark, etc. Je veux dire, quand t'es un band de death metal, de jouer devant une foule qui est vraiment pas conquise d'avance, ben pour moi, je trouvais ça intéressant. C'était un défi qu'on se donnait. Puis pour Julie Schneider, c'était la même chose, tu sais, de faire une toune de Ginette Renault à la TV, puis tu sais, c'est ça, c'est comme dans le fond, c'est qu'elle me remplaçait, c'est pas moi qui chantais, tu sais, moi j'étais dans la foule quand on a fait le tournage. C'était un peu drôle de voir son groupe jouer puis t'es pas là. T'es pas sur le stage, mais bon, mais c'est ça, c'est qu'on s'est dit, on va le faire d'un, parce que ça donne une exposition métal qui est au-delà de la scène métal. Je veux dire, c'est le fun de prêcher devant des gens qui sont conquis d'avance, mais c'est aussi le fun de prêcher, même si c'est dans le désert, des fois, de faire découvrir le style de musique à d'autres personnes. Moi, je veux dire, une des choses qui a fait en sorte qu'on ait découvert le métal à Rimouski, c'est Musique Plus, l'émission Solid Rock. Les premières vidéos de Metallica, les premières vidéos, tu sais, c'était là. Tu sais, puis c'était une émission qui se voulait pas au grand public, mais qui était diffusée sur une chaîne qui avait accès à beaucoup plus de gens. Puis c'est un peu la logique, tu sais, pourquoi on a décidé de faire ça pour Julie Schneider, c'était on va faire découvrir la musique métal à un paquet de monde, tu sais, puis c'était intéressant à faire, ça nous sortait de notre zone de confort, fait qu'on s'est dit why not, on va le faire. La réaction de Julie et la réaction du public, mettons en dedans de 30 secondes, ça ressemble à quoi? Julie, elle aimait ça. Elle adorait ça. En fait, même qu'avant de jouer sa chanson, on y a joué parce que c'est un 5 à 7 qu'on a organisé au Fofone électrique, on y a joué quelques chansons de Necrotic Mutation. Puis je suis pas mal sûr qu'elle va s'en rappeler toute sa vie de ça, mais elle avait adoré l'expérience. La réaction du public aussi, je veux dire, tu sais, c'est un moment de TV que les gens qui étaient là à l'époque se souviennent. T'sais, parce que c'était rare de voir un groupe métal sortir de la scène métal et faire quelque chose de plus grand public. Évidemment, les gens qui aiment pas ça. Ça reste une question de goût. Mais je pense que généralement, la réaction était assez positive. Là, comment ce groupe-là a réussi à traverser les époques? Il y a plein de groupes là, qui disparaissent, qu'on oublie. Mais vous autres, là, peu importe le changement de personnel qu'il y a eu, ça a toujours existé, ce groupe-là. Ça a traversé les années. Tu le mentionnes, ça fait quasiment 30 ans. Comment ça a réussi à devenir aussi gros, à être exposé, puis que les Québécois disent même que c'est, écoute, le groupe qui représente peut-être même le mieux le death metal au Québec, c'est Necrotic Mutation. Écoute, bon, je suis content d'entendre, ça fait un petit velours ça, ce matin. On est tous du monde de passionnés. Les premiers qui ont commencé le groupe, Chuck, Simon, David Landry, Daniel Jalbert, c'était des passionnés de musique métal. Puis même avec les changements de personnel, c'était toujours des gens qui étaient passionnés. Puis on a toujours essayé d'amener un élément à un moment donné, parce que bon, on a commencé comme tout le monde avec du gros, comme on dit, du gros death qui bûche. Puis après ça, on a commencé à essayer d'aller chercher beaucoup plus de nuances en termes mélodiques, en termes techniques. Puis je veux dire, si on écoute l'album de Realm of Human Illusion qui est sorti en 95, une toune comme Day of Mourning qui est un petit peu plus mélodique, puis qui parle d'un de nos amis qui est mort puis du deuil. Je veux dire, on sortait de Je te coupe en deux. C'était pas des paroles comme Je te coupe en deux puis je te mange comme la plupart des groupes métal à l'époque. Fait que je pense qu'à l'époque, on était un petit peu d'avance musicalement. On essayait des choses que peut-être pas tous les groupes osaient essayer. Nécessairement, je te parlais de Julie Schneider puis d'autres trucs tantôt. Ça ne nous dérangeait pas d'essayer des choses. Puis je veux dire, même après, avec Éric Genrin, avec Steve Poirier, puis avec René Lacharité, si on écoute le CD de 3 tunes qu'on a sorti, c'était presque les débuts du tech death. C'était des tunes vraiment techniques au niveau pour l'époque, au niveau du métal. Fait que, je pense qu'on a quand même réussi à créer des choses
qui était un peu à l'avant-garde, si tu veux, à l'époque. Puis aussi, il faut dire, en spectacle, puis ça l'aide aussi. On n'était pas poche à regarder, là, dans le sens qu'on donnait un bon spectacle. Moi, j'étais assez théâtral aussi. J'avais ma camisole de force que j'ai encore, mon masque et tout ça. Donc, il y avait des éléments qu'on amenait qui étaient des éléments scéniques qui donnaient des prestations relativement mémorables. Puis, tu sais, il faut pas oublier aussi, on a pris une grande pause. On est revenu en 2007 parce qu'on s'était fait demander pour les 25 ans du métal au Québec, organisé par Maurice Richard de Rock Attack. Ça nous a fait plaisir parce que c'était vraiment une demande des fans de métal. Il avait demandé quel groupe il voulait revoir sur scène, puis il nous a nommés. Fait que les gens nous ont nommés. Fait que, déjà, je pense qu'on a réussi à marquer la mémoire des gens avec tout ce qu'on faisait. Puis, je veux dire, en 2017-18, quand on a décidé de faire un retour plus officiel, là, c'était d'inclure toutes les époques. Et puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que, tu sais, avec les membres fondateurs, Chuck Tremblay, puis Simon Roy, tu sais, pour eux autres qui n'avaient pas joué de drum ou qui n'avaient pas joué de bass pendant quasiment 15 ans, 20 ans, je veux dire, aujourd'hui, je regarde Chuck aller, puis j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, là, il s'achète des morceaux de drum, il joue du drum tout le temps. C'est vraiment incroyable de revoir la passion du métal chez ces gens-là. Puis dans le fond, on se rend compte que ça te quitte pas. T'as bien beau suivre plein de chemins dans la vie, cette passion-là, même si des fois elle diminue un peu, elle s'éteint pas, puis elle peut se rallumer assez facilement. Je suis présentement en train de lire le livre de mon ami Rémi Couture qui parle évidemment de son combat artistique. Là. Tout le monde se rappelle un peu du maquilleur de l'horreur qui a passé entre autres à Tout le monde en parle. C'est drôle parce que le death metal, moi, c'est un peu le même principe que je trouve ça une malade. Écoute, on peut dire qu'on peut découper quelqu'un, on peut dire excusez le terme, mais il va chier du sang. Puis le gars, il bug comme un animal en avant. Mais Colin, on aime ça. Pourquoi? La question, des fois, est-ce que tu penses qu'on va trop loin? Parce que, écoute, c'est tellement violent, c'est tellement un film d'horreur parfait, machiavélique et diabolique, où ce que le sang gicle de partout, qu'on dirait qu'on banalise. Fait que j'aime ça t'entendre là-dessus pour le fun. Ben oui, écoute, ça va. Écoute, c'est ça. Tu l'as mentionné un peu. Pourquoi on aime les films d'horreur? Ça reste de la violence, mais effectivement, pour moi, le métal, comme les films d'horreur, je pense que c'est une façon d'accepter le fait que la réalité est beaucoup plus horrible que la fiction. Parce qu'on s'entend, la réalité, tu sais, si on regarde tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, la pédophilie, peu importe ce qu'on pourrait imaginer, ça arrive. Et c'est une violence à laquelle à laquelle on est exposé. Puis je pense que le métal, les films d'horreur, la fiction des gore, des paroles qu'on peut avoir, je pense que c'est une façon d'essayer d'accepter cette violence-là qui est réelle, mais à petite dose, avec une dose comique, artistique, qui nous permet de dépasser le cadre de la violence pure et simple. C'est comme d'essayer de prendre un bout de viande crue puis d'en faire une brochette. Tu fais quelque chose d'autre avec ce qu'on nous donne. Puis ce qu'on nous donne, ce qu'on nous nourrit dans le quotidien, souvent, c'est ces images-là violentes qui sont réelles, de nouvelles qui se passent dans le monde. Fait que, nous, je pense que c'est de prendre ça, puis c'est d'essayer, si tu veux, d'en faire autre chose. Tu sais, c'est comme il y a une sorte de poison que quand tu le prends en petite dose, tu deviens immunisé. Je pense que c'est l'arsenic. Bref, tu t'en prends, tu sais, si tu t'habitues à prendre une petite partie d'arsenic, là, une fois à un moment donné, tu deviens presque immunisé. Ça pas à des grosses doses, mais à ça. Puis je pense que le métal, l'horreur, c'est une façon de s'immuniser. Pas de se désensibiliser, parce que je pense qu'on est toujours sensible à ça, mais c'est de s'immuniser un peu, de se protéger un peu contre la violence réelle qui est beaucoup plus dommageable que la violence fictive qu'on peut utiliser dans les paroles puis dans l'horreur. Tellement bien dit. Sébastien, avant qu'on parle de Fabrique de monstres et de la chorale de Growler, je veux absolument t'entendre aussi en dedans peut-être 30 secondes, si tu avais seulement à choisir une chanson de Mutantology. Écoute, dans le fond, c'est votre album de compilation, c'est les meilleures tunes. Mettons une chanson que toi, tu préfères chanter, puis une chanson que les fans aiment le plus. Tu choisirais lesquelles et pourquoi?
ça donne à être la même. Ah ouais? Ah ouais, donc. Human Flesh. Cette chanson-là, c'est la première chanson sur le premier démon de Nécrotique. On l'a refait en 95. Puis je veux dire, à l'époque, en 95, on était, comme je disais, qu'on était un peu assez d'avant-garde. On avait une fille qui chantait avec moi, qui était Marie Pou sur notre album. Puis à travers les époques, ben c'est Marie-Hélène Landry qui a fini par la chanter. Fait que le duo de voix qu'on fait au travers qu'on fait encore avec Marie-Hélène, pour moi, j'ai toujours adoré ça. Donc le mélange d'une voix d'homme, d'une voix de femme, je trouve ça incroyable. Puis cette chanson-là, pour moi, ben, ça représente un peu ça. C'est Fading on Human Flesh, qui est une chanson de cannibale. Quand on parle d'horreur, ben, tu sais, ça, c'est vraiment pour moi la tune typique gore death metal qui représente Necroman. Même si on a évolué, on a fait autre chose. Moi, je pense que c'est une chanson qui représente très bien les racines de ce qu'on est. La fabrique de monstres. Maudit que je trouve ça. Ça, là, on va te le dire, là. Ben, vous avez été sur Times Square, on s'entend. C'est déjà quand même pas pire, mais comment c'est né cette idée-là de faire des voix pour des films, pour des jeux vidéo? Je trouve ça extraordinaire parce qu'écoute, vous donnez de la job à un paquet de chanteurs et chanteuses de death metal au Québec, une visibilité qui est extraordinaire pour leur groupe en même temps. Oui. Ben, en fait, écoute, ça découle des heureux hasards dont je te parlais tantôt, Nécrotique. Quand on faisait des shows pour le Polywalk, ben justement, il y a un des groupes avec qui on a joué qui s'appelait Redcore, qui est un petit peu plus rock metal, mais beaucoup plus rock que metal, disons. Puis je me suis lié d'amitié avec ces gars-là. Puis il m'avait même invité à chanter Falalalala dans la rue 2, c'est moi la grosse voix. Puis il me faisait chanter une chanson avec eux en spectacle aussi à part Falala. Fait que bref, je me suis lié d'amitié avec cette gang-là. On a fait le party pas mal. Et en faisant le party pas mal, ben ces gars-là, ils restaient à une place. Puis il y avait un gars à l'époque qui restait là avec eux, qui était Alexandre Pelletier. Alexandre Pelletier qui a fini par travailler chez Ubisoft. Et en 2005, un des gars chez Ubisoft cherchait des voix bizarres pour mettre dans son jeu. Puis Alexandre Pelletier, il a fait comme, ben, tu sais, moi, je connais Sébastien Croteau, chant du death, fait du chant de gorge, puis tout ça, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'il pourrait proposer là-dessus. Puis ça, m'a appelé, je suis allé les rencontrer. On m'a montré, en fait, les designs des différents personnages qu'ils voulaient faire. Et là, j'avais déjà des idées de voix. Fait que bref, c'est là que ça a commencé. J'ai fait Far Cry Instinct, qui est sorti à l'époque sur la Xbox. Puis après ça, je pense que Ubisoft a compris que avoir un chanteur métal pour faire des monstres, c'était intéressant. C'était beaucoup plus intéressant, par exemple, que de pogner un son de cochon, de singe, puis de tigre, puis de mélanger ça ensemble, puis d'essayer de faire une voix de monstre. D'avoir quelqu'un qui était capable de faire des voix qui se rapprochaient des voix de créatures, c'était intéressant. Je veux dire, après ça, ça a été Prince of Persia, ça a été Assassin's Creed. Puis évidemment, à un moment donné, ben, il y a eu plus de créatures qu'on nous a demandé de faire dans les jeux. Puis c'est là que j'ai commencé à aller chercher d'autres personnes. Mais à l'époque, Marie-Hélène Landry d'Obsolete Mankind, c'est une des premières que j'ai invitées à venir faire d'autres voix. Tu sais, dans Assassin's Creed, quand les personnes s'étouffent, parce qu'ils sont empoisonnés puis qu'ils s'étouffent dans la sécrétion, ben c'est Marie-Hélène qui fait la voix du personnage féminin. Puis de fil en aiguille, ben il a fallu que j'intègre des gens, tu sais, ma collègue Corinne Cardinal, ben ça a été pour la télésérie Helix qui était présentée à Sci-Fi, où j'avais besoin d'une voix spécifique, puis je l'ai invité à me joindre là-dessus. Puis ben à un moment donné, on a commencé à travailler sur d'autres jeux qui avaient besoin de plus de personnages. C'est un jeu qui n'est pas sorti qui s'appelle Project PL. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille dessus. Puis je veux dire, on a dû faire à peu près 150, 160 monstres dedans. Fait que c'est clair qu'à un moment donné, il a fallu que j'aille chercher d'autres voix, d'autres textures de voix. Puis je veux dire, après ça, ben c'est juste venu naturellement la fabrique de monstres. En 2018, on s'est rencontrés avec Corinne puis Jeff. On s'est dit, ben, on pourrait créer quelque chose pour se rassembler puis vraiment se publiciser auprès des compagnies de jeux vidéo puis de films. Fait que c'est tout ce cheminement-là, si tu veux, qui a contribué à créer ce que c'est aujourd'hui. Puis je veux dire, depuis le lancement en 2018, on est quand même chanceux parce que on a eu davantage
de contrats. On a eu énormément d'expositions. Je veux dire, on est passé à TVA, on a eu une entrée avec Marc Labrèche, on a même été un petit peu partout dans le monde. Il y a des revues qui ont parlé de nous. On a été justement sur Times Square, la photo qu'on a sur Times Square New York avec des chanteurs de death metal québécois avec le gros space là. Fait que c'est ça. C'est vraiment de fil en aiguille qu'on a construit cette chose-là. Puis je veux dire, ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, mais dont je suis très fier. Ben, mais, Colin, t'es côté altruisme, écoute, c'est hot parce que justement, tu as fait des passes carrément sur la palette à un paquet de personnes. Puis aujourd'hui, il y a bien des bands que moi, je connaissais pas, que bien du monde, j'imagine, ne connaissait pas, qui ont vu ça dans la fabrique d'annonces à gauche, à droite. Puis à un moment donné, tout le monde, c'est comme ça tag là-dedans. Puis à un moment donné, c'est rendu que c'est comme un genre de liaison qui se fait, de relation qui se fait, que tout le monde commence par finir par connaître un band de l'autre, puis essayer de trouver un peu des nouvelles musiques, puis je trouve ça génial. Je trouve ça génial, tout le monde gagne là-dedans. Ben, en fait, il y a ce que j'appelle une collégialité dans cette équipe-là. Tu sais, c'est tous des gens que je connais depuis des années et des années, des chanteurs dont je connais la voix, les qualités et leurs limites, parce que c'est ça aussi, tu sais, indépendamment des voix, je suis aussi directeur de session pour Signal Space Lab, qui est une compagnie qui s'occupe qui fait souvent les voix pour Project EL. Fait que j'ai non seulement appris à faire les voix, mais à les diriger. Puis je veux dire, l'avantage que j'ai, c'est que contrairement à n'importe quel autre directeur, moi, quand j'ai besoin d'un son spécifique, je peux le faire à la personne, puis après ça, la personne le refait avec sa voix. Fait que ça, disons, c'est un côté que j'ai développé qui est vraiment intéressant. Puis je peux dire, il y a un projet secret sur lequel on travaille depuis 1 an. Ça va être annoncé l'année prochaine et ça, j'ai hâte parce que on a fait des trucs vraiment intéressants. Là. Si tu regardes le nombre de jeux vidéo puis de films qu'on a fait, je veux dire, c'est relativement impressionnant. Des Resident Evil, Shadow of the Tomb Raider, des trucs comme ça. Donc, c'est quand même un exploit parce que c'est des millions de personnes sur la planète Terre qui ont entendu nos voix, mais qui ne nous connaissent pas vraiment. C'est ça qui est drôle en même temps. C'est comme un peu une espèce de revanche, revanche des métalleux. C'est comme, pour des gens qui n'aiment pas le métal, on a trouvé une autre façon de leur faire apprécier nos voix, qui est de faire des voix dans des jeux vidéo. Mais bref, le prochain projet qu'on va éventuellement annoncer l'année prochaine, je pense que les gens vont tomber pas mal en bas de leur chaise. All right. Chose qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, moi, j'ai trouvé l'idée complètement géniale. Une chorale de gueuleurs. Excusez le terme, j'en fais du québécois pas mal, là, mais c'est un peu ça pareil. Effectivement. Excusez-moi, j'étais en train de prendre une gorgée de café. Je m'étais dit que c'était le temps que... J'ai dit que sa phrase va être plus longue. C'était le temps que je m'hydrate un peu. Écoute, l'idée, l'origine de l'idée et puis le développement de cette idée-là, tout le mérite revient à Pierre-Luc Sénécal qui nous est arrivé avec cette proposition-là, en fait, d'utiliser en fait les voix métal dans un autre contexte que juste celui avec lequel on l'utilise habituellement, qui est de la grosse musique rapide, c'est correct. Mais l'idée de joindre différentes voix, d'utiliser les textures des voix métal, je veux dire, c'est quand même incroyable. Les études que ce gars-là a, mais ça a toujours été un métalleux dans l'âme, puis à un moment donné, il nous est arrivé avec cette idée-là, puis moi, je veux dire, quand j'ai entendu ça, j'ai dit oui tout de suite. Là, ça a pas pris 10 secondes que j'étais déjà emballé par le projet. Je pense que c'est un peu le rêve, le wet dream des chanteurs de métal, d'amener ce genre de voix-là un peu ailleurs, puis que ce soit utilisé un peu d'une autre façon que celle à laquelle on est habitué. Je pense qu'on l'a vu avec la pièce de The King, qui est sortie en vidéo, puis qu'on a fait en spectacle. C'est l'utilisation des voix-là, puis de ces textures de voix-là dans un contexte qui est autre. Je veux dire, on a un poète qui lit un poème, on a de la musique électroacoustique, on a de la musique ambiante, puis on a les voix death metal qui viennent s'ajouter à ça. Je pense que je veux dire, j'ai jamais entendu parler d'un projet similaire ailleurs dans le monde. Puis je pense encore là, ça montre à quel point on est inventif
dans le milieu métal au niveau québécois. Non seulement on est partout dans les jeux vidéo, on utilise les voix, on était dans les premiers à le faire. Comme on est dans les premiers à sortir une chorale de chanteurs métal, puis je veux dire, il y a une pièce qui est sortie récemment aussi, Hate Machine, puis on a des spectacles qui s'en viennent l'année prochaine. Fait que ouais, je pense que, puis c'est ça, comme je disais, tout le mérite revient à Pierre-Luc Sénécal, qui a eu cette idée brillante-là de joindre nos voix à sa musique. Sébastien Croteau, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre. Moi, je trouve ça malade parce qu'écoute, tu sais, tu t'es impliqué beaucoup dans le monde du death metal, puis tu sais, c'est vraiment tout à ton honneur parce que non seulement tu t'es impliqué pour toi, mais également pour les autres, pour faire grossir le death metal. Puis écoute, il y aura sûrement jamais de statue à ton nom. Il y aura sûrement jamais de plaque qui va dire Sébastien Croteau a été un grand du death metal. Mais je pense que dans le cœur de tous les fans de death metal, on sait que toi, t'as été très impliqué et t'as aidé vraiment la progression de ce style de musique-là. Puis également, de prouver aux gens que c'est pas juste du monde qui font juste crier, qui n'ont pas de talent. Au contraire, c'est des gens qui ont peut-être plus de talent que la moyenne des chanteurs qu'on peut entendre. Puis d'avoir démontré ça aux gens, puis d'avoir fait la promotion de ça de la manière que tu l'as fait, bravo. Ben merci, c'est vraiment, c'est là tu vas, tu vas me faire pleurer en matin. Puis, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas fini. Dans le sens que je donne des conférences dans les écoles, les cégeps, les universités sur la voix métal, sur le chant de gorge. Il y a un paquet de trucs qui s'en vient. Je veux dire, on n'a pas fini d'entendre parler de la Fabrique de Monstres, de la chorale de Growler. J'ai pas fini de continuer à travailler, à pousser, à faire ce que je fais depuis des années. Moi, je veux dire, c'est l'idée d'un collectif. Puis je pense que c'est ça qui est le fun au Québec. On est vraiment une belle famille métal. Puis quand je dis famille, je le dis vraiment sincèrement. On est toute une gang de gens qui se connaissent, qui sont proches les uns des autres. Puis l'amitié qu'on a développée avec tous les groupes métal en province, c'est assez extraordinaire, tu sais. Puis, pour moi, c'est d'essayer de défoncer des portes, si tu veux, pour que le reste suive. Tu sais, puis c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Puis merci, j'apprécie sincèrement ce que tu viens de me dire. C'est ça. Ça me fait un petit velours, comme on dit. Petit Nanan, en terminant, il semblerait qu'il y aurait du nouveau Necrotic Mutation qui serait présentement sur la table. Ben oui, écoute, premier album depuis trop longtemps. Depuis 1999, ben en fait même en 99, c'est un 3 tunes. Oui, ben en fait, depuis qu'on est revenu, il y a eu encore là, c'est ça, des changements de personnel. On a Yann Thiel qui était dans Neuraxis, qui est dans Obsolete Mankind, un ami de toujours, qui est venu se joindre à Necrotic. Et puis pas longtemps après, on a son ami à lui, Rob Miley, qui était aussi dans Neuraxis, qui a repris son arme en forme de guitare, puis qui a recommencé, je pense qu'il n'a jamais arrêté non plus, mais qui a vraiment recommencé à jouer dans des groupes. Puis évidemment, ben avec ces deux-là, puis avec la passion renouvelée des premiers membres, des membres fondateurs de Necrotic, c'est clair que ça allait faire des flamèches. Puis là, on a 4-5 nouvelles compositions sur lesquelles on est en train de travailler. Évidemment, moi, avec la Fabrique de Monstres, parce que ça m'a pris énormément de temps dans la dernière année, je suis peut-être un peu moins actif au niveau de la composition des paroles, mais là, le contrat sur lequel je travaille depuis un an, il va se terminer bientôt, puis je vais pouvoir le reprendre, mais vous pouvez vous attendre à avoir un nouvel album de Necrotic Mutation à la fin de 2000, vers la fin de 2021. Et puis, j'ai hâte de pouvoir faire entendre ça. Je pense qu'on a tout hâte dans le Necrotic de pouvoir faire entendre ça aux gens. Parce que c'est ça. C'est un retour aux racines avec comme c'est ça, avec la touche à Rob puis la touche à Yann aussi, qui sont du monde, qui sont capables de faire des trucs old school, death metal assez incroyables, mais qui sont quand même capables aussi d'apporter des trucs un petit peu plus mélodiques. Et puis Rob, qui fait les solos, est absolument extraordinaire aussi pour les solos. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des solos incroyables dans les nouvelles pièces. Puis bref, on a bien hâte de vous faire écouter ça. Je vais essayer de sortir une phrase pour conclure l'entrevue qui illustre bien le death metal. J'éjacule présentement du sang en écoutant ces paroles.
Sébastien Croteau, un gros merci pour ton temps, j'apprécie tellement, puis je pense que c'est une entrevue qui est vraiment rafraîchissante, intéressante, puis qui nous démontre également là, que le death metal a encore sa place au Québec, puis plus que jamais. Ben, merci énormément, Gabriel.